Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les cinémas rouvrent enfin le 19 mai, voilà enfin une bonne nouvelle. L'occasion pour nous tous de soutenir les cinémas français en y allant, pour ceux qui peuvent se le permettre évidemment. En plus, il y a beaucoup de films qui ont l'air assez intéressants qui vont sortir après l'ouverture en salle dans les prochaines semaines, mais on reviendra tout à l'heure sur eux. Pour l'heure, j'aimerais vous parler d'abord de l'annonce qui a été faite concernant la fameuse phase 4 du Marvel Cinematic Universe, qui a enflammé les réseaux sociaux. Alors j'ai envie de vous parler de ça, pas forcément pour pousser un coup de gueule, mais pour que vous vous rendiez compte que cette publicité est très mauvaise pour le cinéma français, mais aussi en général. Commençons par un petit rappel des faits. Le Marvel Cinematic Universe, donc MCU, est le nom donné à l'ensemble des films Marvel sortis depuis maintenant 13 ans. Le premier film ayant lancé ce qu'on appellera plus tard des phases, c'est Iron Man qui est sorti en 2008. Cette première partie introduisant les principaux personnages des comics s'achève en 2012 avec la sortie du tout premier Avengers. Par la suite, une deuxième phase sera lancée avec des suites et des films sur des nouveaux personnages. Elle commencera en 2013 puis s'achèvera en 2015 avec Ant-Man. Puis la troisième phase commencera en 2016 et se terminera avec Spider-Man Far From Home en 2019 et notamment le Endgame des Avengers. L'idée d'adapter les comics est apparue en 2005 et c'est Kevin Feige, le directeur de Marvel, qui va signer des contrats avec Disney plus tard. Et avec le succès phénoménal des films, Disney rachète Marvel Studios en 2009, ce qui veut dire que les films Marvel depuis appartiennent à Disney. Pas moins de 23 films sont sortis en l'espace de 13 ans, vous conviendrez donc que ça fait presque 2 films par an. Et Disney a continué sa lancée dans le showbiz en produisant des séries télé qui proposaient un petit dérivé des personnages principaux, Luke Cage, Daredevil, Agents of the Shield, etc. etc. Sur tous ces films, le budget de production dépasse les 100 millions de dollars par film et les recettes au box-office mondial s'estiment à 22,5 milliards de dollars. Un sacré pactole qui renforce le système de production de ces longs métrages en proposant toujours plus, sans jamais modifier le procédé pour garantir un succès toujours faramineux une fois sorti en salle. En France, c'est 67 millions d'entrées pour ces films enregistrés au total. Le pays est donc l'un des plus gros consommateurs de ces produits après les États-Unis et le Canada. Voilà, alors maintenant qu'on a tous ces chiffres, il est temps de comprendre quelque chose. Disney est devenu massivement riche après la réussite de ses longs métrages et au-delà de l'aspect artistique douteux de ces films, on peut se demander quel impact un succès aussi énorme dirigé par l'une des plus grosses productions hollywoodiennes a sur le cinéma. Et pour ça, il faut se pencher rapidement sur la manière dont travaille un réalisateur en France et aux États-Unis. En France, le réalisateur a ce qu'on appelle un statut d'auteur, c'est-à-dire que c'est le réalisateur qui est le maître du projet car c'est lui qui à la base a écrit le scénario. Et quand ce n'est pas le cas, il y a en général une collaboration artistique entre lui et le scénariste. Du coup, il y a une certaine liberté de créer, il y a une certaine liberté artistique. Et dans le meilleur des cas, il arrive à trouver une boîte de production qui est très sensible à son histoire et donc va essayer de le produire. Et lors du processus de production, c'est le réalisateur qui a le dernier mot sur tout ce qui concerne les plans, la mise en scène, les acteurs, etc. Je vais du coup vous prendre quelques exemples de films français où l'on filme un dialogue. Selon ce que le réalisateur veut faire ressentir, il emploie souvent des différentes façons de filmer ce qu'il se passe. Par exemple dans cette scène de Maloute de Bruno Dumont. En fait, monsieur, il y a une dame qui m'a trouvé ça à la retour du procès de la procession. C'est le portefeuille de monsieur Christian, en fait, c'est James qui est dedans. Ah mais ça alors, oui, mais c'est le portefeuille de mon cousin, enfin, je veux dire, de mon beau-frère. C'est votre beau-frère ou votre cousin? Bah, c'est mon cousin et mon beau-frère, puisque j'ai épousé sa sœur. Vous n'avez pas épousé votre cousine? Une cousine issue de Germaine, inspecteur. Ah, ça fait drôle, non? Mais non, inspecteur, c'est l'usage dans les grandes familles du Nord. Cousin, cousine, tout ça. C'est du lard du cochon, quoi. Tout cela fait des alliances industrielles, inspecteur. Industriel. Hein, nous? Le comique et l'absurdité de la scène passent évidemment par les dialogues et par le surjeu, mais aussi par la mise en scène. Par ce plan large qui ne trompe pas la durée et le temps de cette scène qui finit par être assez gênant. Dumont utilise souvent ça dans Maloute, ce qui rend le film très lent mais aussi très drôle. Mais c'est très spécial. Prenons maintenant une scène du film Le Redoutable réalisé par Michel Hazanavicius. Il faut inventer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Mais t'as toujours été politique. Mais non, j'ai fait semblant, écoute. Je ne vais pas passer ma vie à amuser les classes moyennes. Par exemple, là, moi j'aimerais faire un film sur la lutte des Indiens canadiens et ils refusent l'installation d'une plateforme pétrolière sur leur terre. Comment je fais du cinéma avec ça? Voilà, ça c'est ma question. Voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Non, d'accord, mais toi tu fais du cinéma, pas de la politique. Mais c'est pareil, tout est politique. C'est-à-dire croire que tu fais pas de politique. Quand tu fais pas de politique, c'est une connerie. Dans cette scène, il y a un vrai choix du réalisateur d'ancrer ses personnages dans leur époque. Et ça se base évidemment sur ce long plan sur le trottoir avec la grosse phrase écrite en arrière-plan. Alors le message est assez gros et pas très subtil, mais c'est surtout un clin d'œil à la Nouvelle Vague et à ce que faisait Godard à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle Vague, c'est le nom d'un mouvement cinématographique français qui est apparu dans les années 60, et qui était un mouvement qui cassait tous les codes du genre du cinéma. Et prenons ensuite une scène de 9 mois ferme réalisée par Albert Dupontel. Me regarde pas,
Vous seriez chez un juge, justement, il n'aimerait pas du tout votre réponse. Même que c'est écrit dans vos bouquins. Ça s'appelle un refus de témoigner devant les autorités compétentes. Ah! Voilà. Et l'autorité compétente, ici, c'est moi. Forcément, parce que je suis plus fort. Ça. Aïe, aïe. Bon. Dans cette scène, les plans sont débulés, ce qui veut dire qu'ils sont pas très droits, et les personnages sont séparés par le décor de la maison. Alors ça crée un déséquilibre dans la scène, mais ça donne surtout une grosse distance entre les deux protagonistes. Ça rend la scène plus absurde que ce qu'elle n'était avec les dialogues, et ça la rend beaucoup moins classique. Il y a des tas d'autres exemples que je peux citer, il y a par exemple la manière de filmer de Jean-Pierre Jeunet aussi, qui est très spécifique, mais il y a aussi François Ozon, qui fait aussi des cadres assez particuliers, enfin voilà, il y a plein de libertés artistiques dans une manière de filmer un dialogue. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Sur les grosses productions très dirigistes comme le MCU, le réalisateur a un statut de salarié tout comme le scénariste. C'est-à-dire qu'ils répondent à une commande, la production et les jours de tournage sont déjà prêts. Et on appelle un réalisateur pour vite fait diriger les comédiens sur le plateau, mais il n'y a aucune liberté artistique, il n'y a aucune indépendance. Il doit faire ce qu'on lui demande. C'est pour ça d'ailleurs que certains réalisateurs français, mais aussi des acteurs hongkongais, des acteurs américains très indépendants, ont été très perturbés par leurs expériences avec des grosses productions hollywoodiennes. Et pour vous faire le parallèle, je vais vous donner plusieurs scènes de dialogue dans des films du MCU qui sont réalisées par différentes personnes. Et on se rend très vite bien compte évidemment que tout est calqué, tout est très plat et tout est très répétitif. Really, Maggie? That guy? Come on, you can marry anyone you want. You have to get engaged to a cop? At least he's not a crook. I'm trying, okay? I've changed. I'm straight. I had a job and... A criminal of all people to come and to fetch me. I loved your mother, Peter. I couldn't stand to set foot on an earth where she wasn't living. You can't imagine what that's like. I know exactly what that feels like. Just give me the suit and let me finish this once and for all. No. I have Cross's complete trust. It's too dangerous. We don't have a choice. Well, it's not entirely true. All the lives the Stark family has destroyed. Speaking of thieves, where did you get this design? My father, Anton Vanko. Oh, I never heard of him. Ça se reproduira pas. On vous a expliqué contre qui on se bat? Hawkeye a parlé d'un escadron de tueurs? Et on est hors la loi cette fois. En venant avec moi, vous l'acceptez. Si c'est ça, j'ai l'habitude. Faudrait peut-être y aller. J'ai un hélicoptère. Le MCU fonctionne donc sans liberté artistique et réalisé uniquement par Disney. Et ils embauchent d'ailleurs parfois des réalisateurs connus ou qui viennent d'être oscarisés, pour jouer un peu sur la célébrité et sur les récompenses de réalisateurs. C'est donc factuellement un système qui est l'antithèse totale de ce que doit être le cinéma à la base. Si le but de ces films est tout simplement de divertir, il y a aussi la volonté de détruire tout ce qu'il y a sur son passage, pour dominer les salles obscures, d'où ces suites et ces phases qui sont interminables. Et pour le cinéma français, il est donc aujourd'hui très compliqué de s'y faire une place. Car en fait, le grandiloquent bourré de VFX, de gentils et de méchants, des explosions toujours plus énormes et du manichéisme à outrance, et ben ça a pris parti dans la sensibilité d'un certain public. Par conséquent, un film prenant son temps, dénonçant des sujets un peu plus sociétaux, sans forcément être manichéen, ou même pour développer une histoire d'amour un peu plus complexe, une aventure, une histoire, et ben ça donne une image maintenant de film d'auteur chiant. Et les films où on ne discerne pas vraiment d'adversaire devient très anecdotique. Et c'est dommage parce que pour moi ce sont les plus forts, car derrière il y a une volonté du réalisateur de montrer ce qu'il pense d'une société, ou bien des relations humaines, de la politique, enfin de plein de trucs. Et d'ailleurs même au niveau cinéma américain d'ailleurs, je parle du cinéma français parce qu'on est en France, mais il y a plein de films indépendants américains qui sont super. Mais avec les grosses productions hollywoodiennes qui dominent cette mise en scène qu'on nous rabâche à chaque fois, il est difficile de sortir un peu du lot. Et au niveau de la pub, le cinéma français a aussi du mal à s'y faire une place. Et du coup, par conséquent, la seule fois où on arrive à parler du cinéma français, c'est pour parler soit de scandale, soit de grosses bousses commerciales. C'est pas de bol quand même. Je ne vais pas m'amuser à détailler de quoi est constituée la phase 4 et des films qu'il y a dans cette phase 4, car le nombre de tous ces projets est assez effrayant et on sait très bien à quoi s'attendre sur chaque film du coup. Pour moi, il est aujourd'hui plus important de parler du 19 mai, de la réouverture des salles de cinéma et de vous parler de quelques films français. Car quoi qu'on en dise, le cinéma français est très riche en histoire et il continue à développer des projets et des histoires intéressantes pour peu qu'on s'y intéresse. Alors il fait très chaud dans mon studio, donc à tout à l'heure. C'est vraiment la transition bidon quoi. J'aimerais donc revenir rapidement sur la liste de films qui sortent le 19 mai. C'est comme je disais une date importante car c'est ce mercredi qu'ouvrent enfin les salles après 8 mois de fermeture. Autant vous dire du coup que ça a été très compliqué pour le 7e art et pour le cinéma français ces derniers temps. En 2020, ce sont 239 films agréés par le CNC, soit 20 de moins qu'en 2019. Et au total, 783 millions d'euros investis dans le cinéma français, soit 30% de moins qu'en 2019. Qui fut pour le coup une année assez riche dans le cinéma français. La crise sanitaire a eu de nombreuses conséquences sur la production cinématographique
cinématographique française en 2020. Elle a suspendu les tournages du 17 mars au 11 mai 2020 dans un premier temps, et afin de permettre au tournage de reprendre, le gouvernement et le CNC ont mis en place à partir du 1er juin 2020 un fonds d'indemnisation et de garantie à hauteur de 100 millions d'euros, cofinancé par l'État et des assureurs privés pour couvrir en partie le risque pandémique en cas d'interruption d'un tournage lié au Covid-19. La crise sanitaire a également limité les coproductions internationales, notamment en raison des contraintes de déplacement des équipes de tournage. Elle a aussi conduit à la fermeture des salles de cinéma pendant 162 jours en 2020, mettant les exploitants et les distributeurs dans une situation économique inédite. Ce contexte a réduit le nombre de films produits ainsi que les investissements dans la production. Et afin de protéger et de redynamiser l'activité, le CNC a mis rapidement en place un plan de relance en faveur de la production cinématographique doté de 12,2 millions d'euros, suivi d'un plan de soutien d'urgence de 11,8 millions d'euros à la suite du deuxième confinement. Au total donc, le CNC a mobilisé en 2020 des soutiens supplémentaires à hauteur de 24 millions d'euros en faveur de la production cinématographique en raison de la crise sanitaire. Et tout ça sans jamais savoir à l'avance ce qu'il adviendrait des futures restrictions, car le 29 octobre, les cinémas ont dû fermer de nouveau. Il n'y a pas encore de bilan fait concernant 2021 évidemment, mais cette brutale refermeture a eu des conséquences sur la production cinématographique en début d'année, qui risque de se prolonger jusqu'en 2022. Donc pour relancer tout ça, il faut y mettre le paquet, et pour ça, il faut aller au cinéma. Vous l'avez sûrement entendu partout et ça a dû peut-être un peu vous gonfler, mais vu qu'une partie des tickets reviennent au CNC et que certaines salles de ciné indépendantes vivent des projections, il est indispensable de pouvoir y retourner. Et du coup, il y a pas mal de films français qui sortent et qui ressortent cette semaine et j'aimerais vous en présenter quelques-uns. Car comme je vous le disais tout à l'heure, le cinéma français dispose d'œuvres qui sont encore intéressantes ou alors qui paraissent en tout cas intéressantes. Et il est pour moi plus important urgemment de défendre le cinéma français que des gros blockbusters. C'est vrai que vu le contexte actuel malheureusement, il va falloir aller au cinéma et les grosses productions vont aider. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller voir des films français cette semaine. Il y a tout d'abord le prochain film de Quentin Dupieux qui s'appelle Mandibule. Dupieux, c'est un réalisateur qui a pas mal fait parler de lui, surtout pour ses projets très absurdes et très malaisants même parfois, mais aussi surtout très drôles et très décalés par rapport à la réalité. Son prochain film, qui sera d'ailleurs interprété par Greg et David Dupalmacho, ne semble pas déroger à la règle. Puis en plus, il y a Adèle Exarchopoulos qui fait un rôle de timbré, donc rien que pour ça, j'ai hâte d'y aller. Le pitch est le suivant. Jean Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Il y a aussi le dernier film d'Albert Dupontel dont je ne cache plus ma sympathie, qui avait d'ailleurs notamment réalisé Au revoir là-haut il y a quelques années et que je trouve être un film français incroyable. Il avait sorti du coup Adieu les cons, qui est son dernier film en octobre et qui a dû être reporté. Dupontel a toujours aimé critiquer un peu la société à travers des histoires et des personnages très farfelus et très étranges, au caractère très expressif. C'est ce qui rend ces histoires très touchantes quand on comprend le fond, car elles restent avant tout très portées sur l'humain. Voici l'histoire. Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Alors il y a aussi un gros projet de science-fiction qui s'appelle Le Dernier Voyage, qui est le premier film de ce réalisateur. Le pitch est assez intriguant et c'est extrêmement rare de voir un film de SF français produit, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Voici son pitch. Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R., le seul astronaute capable de la détruire, refuse d'accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route d'Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite. Il y a aussi L'étreinte, qui semble être un film sur le deuil, 30 jours max, qui a l'air d'être la comédie un peu potache. Il y a aussi Envole-moi avec le petit-fils de Belmondo, qui semble être un film sur les différences de classe, ou encore la reprise du dernier film de Mai Wen qui s'appelle ADN, qui est la réalisatrice notamment de Police et de Mon Roi, qui sont deux très bons films. Bref, il y a une belle panoplie de films français qui sort ce 19 mai, et je ne dis pas qu'ils seront tous excellents, mais ils ont tous une histoire différente à raconter, portée par un réalisateur qui a une vision. Et ça, pour moi, ça vaut tous les Avengers du monde, bien que ça ne soit pas évidemment les mêmes types de films, mais ça nous apprend plus de choses. Je parle peut-être comme un vieux boomer, mais j'ai vécu aussi cette transition cinématographique. J'avais 14 ans quand le premier Iron Man est sorti, et je vous avoue que j'ai bouffé beaucoup de films comme ça à l'américaine. D'ailleurs, la plupart de mes films préférés sont des films américains. Et je vous avoue qu'à la base, quand j'étais plus jeune, ça me demandait vraiment un effort de m'occuper de films plus intimistes et français avant de pleinement le défendre aujourd'hui, mais aussi d'en profiter à chaque visionnage. L'avantage qu'il y a dans ce cinéma français, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber et on peut être autant déçu que vraiment épaté. La sensation pour moi n'est jamais la même qu'avec un blockbuster ou qu'avec un film comme Marvel où on s'attend vraiment à tout et tout est prévisible. Et en plus, comme je vous l'ai prouvé, ça fait du mal à l'industrie cinématographique de manière générale. Après, je peux comprendre évidemment cette envie d'aller voir un film qui nous sort vraiment de notre univers quotidien. Et que des films à sujets sociétaux par exemple n'est peut-être pas la meilleure chose à regarder en ces temps assez difficiles. Là-dessus, je n'ai pas spécialement d'arguments car ce sont des envies très personnelles. Et le cinéma est aussi malheureusement de plus en plus cher, même s'il y a beaucoup de tarifs qui réduisent le prix. Mais très souvent, quand j'entends ce genre d'argument, je me demande
demande comment ils faisaient à l'époque pour s'évader quand ils n'avaient pas toutes ces grosses productions, tous ces gros divertissements de produits tous les ans. Je pense qu'il y a toujours moyen, quel que soit le sujet du film, de s'évader et de ressentir quelque chose qui nous sort vraiment de notre quotidien. Et tiens, petite info en plus, j'ai calculé le budget de 5 films qui sortiront le 19 mai, et ça fait au total 38 millions d'euros pour 5 films, soit 38% du budget d'un seul film Marvel. Alors c'est pas une info super intéressante, hein, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais je trouve l'écart absolument colossal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller au cinéma le 19 mai. Et aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas du coup à aller au cinéma le 19 mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!